la parole à notre ami le professeur Aouida de l'Algérie pour nous parler du traitement pharmacologique des troubles du rythme du syndrome coronarien aigu. Merci, Monsieur le Président. Salam alaikum. Tout d'abord, permettez-moi de vous féliciter pour la qualité de l'organisation et puis de l'accueil qui nous a été réservé. On m'a demandé de traiter ce matin la prise en charge à la phase aiguë des troubles du rythme à la phase aiguë d'un syndrome coronarien aigu et je vais traiter uniquement les arythmies ventriculaires. La FA a été déjà faite. L'infarctus du myocarde, déjà que c'est compliqué, et quand il arrive qu'il y ait des troubles du rythme, c'est véritablement la hantise de tout cardiologue, parce qu'on va se demander qu'est-ce qu'on doit pouvoir faire pour éviter l'événement fatal qui est la mort subite. Voici quelques données épidémiologiques sur l'incidence des troubles du rythme et de la conduction au cours de la phase aiguë d'un syndrome coronaire aigu. Et bien vous avez ici, heureusement, que les tachycardies ventriculaires soutenues et les fibrillations ventriculaires sont les moins fréquentes. L'AFA prend la part du lion. Y a-t-il une valeur pronostique? Est-ce qu'on peut émettre un pronostic par rapport à la survenue d'un trouble du rythme ventriculaire à la phase aiguë? Eh bien, des données sont tout à fait controversées, mais ce qu'on peut dire, c'est que ces arythmies ventriculaires vont identifier des personnes à risque accru d'une mortalité à 30 jours. Alors, ceux qui font des troubles du rythme, TV ou FV, ont 22% de risque de décès à la phase hospitalière, contre 5% pour ceux qui ne font pas d'arythmie ventriculaire. Alors, je ne vais pas insister sur le mécanisme, mais c'est essentiellement, vous savez qu'un myocarde ischémique, dans la zone bordante, il va avoir ce qu'on appelle une acquisition d'automatismes anormaux, des potentiels, des circuits d'orientation intramyocardique et surtout des activités déclenchées, qu'elles soient précoces et tardives. Je ne vais pas insister là-dessus. Par contre, cette plaque est très intéressante parce qu'elle va nous montrer la survie chez les patients qui font et qui ne font pas des troubles du rythme. Et vous voyez que plus l'arythmie est grave, et moins le pronostic est bon. Donc, je vais essayer d'utiliser le pointeur. Alors ici, donc, c'est les malades qui n'ont pas d'arythmie ventriculaire versus ceux qui font une tachycardie ventriculaire soutenue ou une fibrillation ventriculaire. Il n'y a pas photo, la mortalité est accrue. Maintenant, si on compare la population, donc ceux qui font de l'arythmie ventriculaire, ceux qui n'en font pas, eh bien, on va constater qu'il y a une surmortalité donc, en intra-hospitalière, une augmentation d'événements cardiovasculaires majeurs et une augmentation de la durée d'hospitalisation chez ces patients-là. Alors maintenant, la mortalité hospitalière en fonction des résultats de l'angioplastie. On sait qu'actuellement, s'il y a une réduction drastique des événements rythmiques majeurs, de la mort subite cardiaque à la phase aiguë, c'est justement dû à cette étendue, ce développement de l'angioplastie primaire qu'on fait de plus en plus précocement. La revascularisation, la désobstruction réduit nettement les événements cardiovasculaires d'origine rythmique. Et vous voyez ici, donc sur cette slide, lorsque ici vous n'avez pas d'arythmie ventriculaire et si vous avez une tachycardie ventriculaire ou une fibrillation ventriculaire, alors lorsque vous faites une angioplastie ici en blanc, c'est qu'il y a succès, vous diminuez le risque rythmique. Et lorsque vous avez une tachycardie ventriculaire, quand vous ne faites pas l'angioplastie à la phase aiguë, vous avez une mortalité extraordinaire. Donc là, cette slide démontre, encore une fois, que l'angioplastie faite à la phase aiguë, en tout cas la reperfusion, lorsqu'on ne peut pas faire l'angioplastie, on peut faire la thrombolyse. En tout cas, la reperfusion est un geste extrêmement essentiel dans le contrôle de ces troubles du rythme létaux. Y a-t-il des facteurs qu'on va rechercher chez le patient qui nous permettent de dire celui-là va faire une arythmie sévère
celui-là pas. S'il y a certains éléments qui ont été identifiés, vous avez l'insuffisance cardiaque, le malade qui arrive avec un infarctus du myocarde avant la 6e heure, l'infarctus transmural et surtout l'existence d'un choc cardiogénique et une instabilité hémodynamique, enfin une dysfonction VG sévère. Donc, l'incidence, si on veut voir l'incidence des arythmies ventriculaires soutenues et de la mortalité hospitalière en fonction du nombre de facteurs de risque, donc les facteurs qu'on vient de citer. Alors la maladie rénale, la fraction d'éjection basse, le choc cardiogénique, l'insuffisance cardiaque à l'admission et la présentation à la 6e heure. Alors ici, vous avez 0 facteur, 1 facteur, 2 facteurs, 3 facteurs. Alors plus vous avez de facteurs et plus vous avez de risques de faire donc d'augmentation d'arythmie ventriculaire et de mortalité intra-hospitalière. Donc ce sont ces malades-là qu'il va falloir faire très attention et les surveiller de manière assez rigoureuse. Donc globalement, les facteurs qu'on devra rechercher, une dysfonction ventriculaire gauche préexistante, une cicatrice myocardique d'un ancien infarctus, une hyperactivité sympathique, et dans ce cadre-là, l'injection des bêta-bloquants qui a été généralisée depuis bien longtemps a réduit de manière extraordinaire la survenue des arythmies à la phase aiguë. Alors maintenant, nous avons un patient, il fait des arythmies, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de voir avec le traitement. Alors, ça a été déjà dit, je vais le redire, les antiarythmiques ont une efficacité limitée. Et il y a très peu de données dans la littérature sur des essais randomisés concernant l'utilisation de ces antiarythmiques à la phase aiguë d'un infarctus du myocarde. Quelques données générales sur les antiarythmiques dans ce cadre. Il y a une revue systématique de 5 études dans le traitement d'une tachycardie ventriculaire stable monomorphe en dehors d'un infarctus. Et tous ces médicaments étaient relativement inefficaces pour convertir une tachycardie ventriculaire en rythme sinusal. Alors, vous avez un taux d'efficacité autour de 30%, entre 20 et 40%. Vous voyez que, franchement, ce n'est pas terrible. Ensuite, est-ce qu'on peut donner un traitement préventif donc chez ces malades que j'ai identifiés? Est-ce que je peux leur donner un médicament pour prévenir la survenue d'un trouble du rythme? Eh bien non, il n'y a pas de traitement antiarythmique prophylactique pour les patients chez qui on suspecte un infarctus qui font un infarctus du myocarde et chez qui je veux prévenir un trouble du rythme. Vous voyez, c'est une classe 3. Donc, il n'y a pas de prévention. Ensuite, alors, qu'est-ce que je dois faire? Je vous ai dit tout à l'heure que la revascularisation est la pierre angulaire dans ce. Et puis, la généralisation de l'utilisation des bêta-bloquants, il va de soi que l'équilibre de la balance électrolytique est extrêmement important. Vous savez que durant cette phase-là, l'hypocalémie, surtout induite et compliquée par un traitement diurétique, rend le myocarde, qui est déjà malade, hyperexcitable. Et puis, la conversion électrique et le vol drive par une stimulation, ce sont 2 méthodes qu'on peut utiliser facilement dans les unités musique. Alors, l'administration donc IV de bêta-bloquants, évidemment dans des contre-indications, a démontré une réduction de fibrillation ventriculaire à cette phase aiguë. Alors, que disent les recommandations lorsque le malade maintenant présente une tachycardie ventriculaire soutenue mal tolérée ou lorsqu'il fait une fibrillation ventriculaire? Eh bien, là, on ne va pas par 3 chemins, il faut faire une cardioversion en urgence. Et suite à cette cardioversion, il faut continuer le massage cardiaque pendant un certain temps. Qu'est-ce qui guide le traitement? Mais notre attitude thérapeutique, c'est la tolérance hémodynamique qui va nous guider à décider à mettre ou pas une thérapeutique. Le choc électrique externe, évidemment, c'est le traitement le plus efficace quand on a une fibrillation ventriculaire. Alors après cet épisode de FV, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il n'y a pas de données concluantes en faveur de l'utilisation de la lidocaïne qu'on a utilisée pendant longtemps en intraveineux ou une autre stratégie particulière pour prévenir la récidive d'une fibrillation ventriculaire. La lidocaïne est associée à un risque élevé de dégénérescence. Ça, c'est un élément qu'il faut absolument retenir. D'une tachycardie monomorphe, vous mettez de l'axilo, et ben il va vous la transformer en fibrillation ventriculaire.
Donc c'est un médicament qu'il va falloir éviter. Alors d'autres médicaments, tels que la propafénone ou flécainide, ne sont pas du tout recommandés dans les tachycardies ventriculaires stables, ça a été dit et redit. Alors lorsqu'il y a une tachycardie polymorphe, on le verra dans le détail tout à l'heure avec les recommandations, mais en tout cas, il va falloir accélérer la fréquence cardiaque par de l'isoprénolol ou l'alternative par l'atropine, sinon par une stimulation ventriculaire pour arrêter la tachycardie polymorphe. Il y a un élément que je voudrais signaler, ce sont les tachycardies ventriculaires qui surviennent en cours de reperfusion myocardique. Ce sont des tachycardies qui surviennent très précocement et qui sont habituellement transitoires et qui ne nécessitent pas généralement de traitement particulier. Et vous voyez ici, je vous ai mis ce qu'on peut avoir juste après une angioplastie primaire, un RIVA, on peut avoir une tachycardie ventriculaire, une AV, de manière tout à fait rare. Donc la meilleure association, ça a été souligné, c'est l'association bêta-bloquant amiodarone, dans ce cadre-là où vous avez généralement un syndrome coronaire aigu, une dysfonction ventriculaire gauche. La combinaison semble en tout cas réduire la mortalité. Alors voici une étude, une analyse rétrospective. Vous voyez qu'il n'y a pas du tout de travaux prospectifs. Il y en a un qui est en cours pour comparer les différents antiarythmiques. Et voici les résultats rapidement. Dans les 3 premières heures, donc ici à côté, vous avez la lidocaïne par là et l'amiodarone par là. Et donc vous avez pendant les 3 premières heures, après une tachycardie ventriculaire, une fibrillation ventriculaire, l'amiodarone et la lidocaïne ont été associés à un risque plus faible de décès. Mais par contre, au-delà de la 3e heure, l'amiodarone était associée à une surmortalité à 30 jours. Mais on ne retrouve pas cela avec la lidocaïne. Alors, une étude récente a montré, c'est un papier qui a été publié, je pense, en 2013, a montré un bénéfice de l'administration prophylactique de la lidocaïne après une réanimation chez des patients atteints d'un arrêt cardiaque par une AV en dehors de l'hôpital. Mais vous voyez que toutes ces données, elles sont contradictoires. Il est donc clair que de la nécessité d'études randomisées à ce sujet. Et je vous ai dit qu'une étude est actuellement en cours qui compare lidocaïne, amiodarone versus placebo. Et puis on ne sait pas aussi répondre à une question, lorsque vous avez une tachycardie ventriculaire soutenue, est-ce qu'il est préférable de tenter de la réduire par un antiarythmique ou faire un choc électrique externe? Ça n'a jamais été étudié. Compte tenu donc de ces effets globaux sur l'efficacité et les effets secondaires, les bêta-bloquants et l'amiodarone ont le profil d'efficacité de safety le plus intéressant. Les autres antiarythmiques, il faut absolument les bannir dans ce cadre-là. Et vous voyez, on se remémore toujours cette étude CAST dont on vous a parlé tout à l'heure. Alors, on a parlé à un certain moment de ranolazine, qui est un dérivé de la péperazine et qui a été utilisé comme un certain moment. Il y a une structure chimique qui est un peu similaire à la lidocaïne et elle a été étudiée sur un grand nombre de patients, mais pas seule, associée à un autre antiarythmique. Il n'y a pas de différence significative sur le critère majeur qui est combiné, qui est de décès cardiovasculaire, d'infarctus ou d'ischémie récurrente, mais par contre, on a une incidence, moins d'incidence de tachycardie ventriculaire non soutenue, et on sait très bien que ces tachycardies ventriculaires non soutenues, ces extrasystoles ventriculaires, n'ont pas réellement d'impact pronostique. Vous savez qu'une extrasystolie ventriculaire, à la phase aiguë, vous pouvez ne pas la traiter si elle n'est pas sévère. Une TVNS qui ne retentit pas, vous pouvez ne pas la traiter, wait and see. Et puis, donc, finalement, ce médicament n'est pas recommandé comme un traitement standard, mais peut être utilisé dans les tachycardies réfractaires, mais associés aux autres antiarythmiques. Alors voici ce que disent les guidelines de 2015 concernant la prise en charge des arythmies ventriculaires en cours d'un syndrome coronaire aigu, dans la prévention de la mort subite. C'est que le traitement par amiodarone ne doit pas être envisagé que s'il y a des épisodes de TVFV récidivants après un choc électrique externe. La lidocaïne ne peut pas être une alternative que si les bêta-bloquants et l'amiodarone sont inefficaces ou contre-indiqués.
Voici donc les dernières recommandations. On a tout dit sur les bêta-bloquants, sur l'amiodarone et la stimulation en cas de torsade de pointe ou de tachycardie ventriculaire polymorphe. Évidemment, un autre papier, celui de 2012, sur la gestion de ces arythmies ventriculaires. Vous voyez que toujours, en premier lieu, on privilégie la reperfusion coronaire et que les autres médicaments sont véritablement utilisés bien après. Alors, je finirai deux mots sur le magnésium pour dire oui, on peut l'utiliser, mais finalement, son bénéfice, on a des doutes sur son bénéfice. Les oméga 3, ça ne marche pas. Et puis je vais conclure pour dire tout simplement qu'il est extrêmement important d'analyser correctement l'électrocardiogramme quand on a une tachycardie à QRS large à la phase aiguë pour éviter de traiter une tachycardie ventriculaire alors que c'est une TSV. Et vous savez que les antiarythmiques qu'on peut utiliser pour une TSV peuvent être délétères pour une tachycardie ventriculaire. Enfin, vous avez vu que la mortalité subite a été énormément réduite à la phase aiguë par l'angioplastie qui doit être diffusée de manière extraordinaire partout. Alors j'ai dit à la fin, et nous dans tout ça, parce que dans les grands centres urbains en Algérie, vous pouvez faire une angioplastie primaire. Mais en dehors de ça, si vous sortez à 50 km, à 200 km, eh bien vous ne pouvez pas faire d'angioplastie. Alors il faut faire une revascularisation par une thrombolyse. Eh bien dans les unités de soins de base, dans les hôpitaux régionaux, très souvent vous ne pouvez pas faire une thrombolyse. Donc on se retrouve nous n'avons pas cette organisation de chaîne de survie qui puisse amener le malade très rapidement depuis le lieu où est l'accident coronarien vers la salle d'unité de soins intensifs coronariens. C'est ce laps de temps-là, durant ce temps-là, que ces arythmies ventriculaires mortelles surviennent. Et c'est à ce moment-là qu'il faut agir. Et notre problème, c'est exactement celui-là. Merci pour votre attention. S'il y a des questions, soit au microphone, soit via les smartphones, comme vous le souhaitez. Alors, pour résumer, le professeur Fellet nous a passé deux messages, que la FA augmente la mortalité lorsqu'elle survient au cours d'un syndrome coronarien aigu, et que la problématique, c'est surtout une problématique thérapeutique du traitement anticoagulant. On a vu avec notre collègue algérien la difficulté du traitement médical et on retient essentiellement le traitement bêta-bloquant. L'amiodarone n'a pas fait son épreuve sur le traitement des troubles du rythme et surtout que les études n'ont pas été faites. Ils ont été faites mais elles sont décevantes. Et je rappelle l'étude SWORD en 1996 qui était arrêtée avant le terme pour une surmortalité. Ensuite vient la stratification du risque rythmique qui a été proposé par le professeur Chaib et que sorte de loin le caractère le plus important est la fraction d'éjection. Par quelle méthode, ça c'est une autre discussion. Mais quels sont, à ton avis, et en deux mots, quel est le message que tu passes au cardiologue, quels sont les examens non invasifs qu'il faut qu'on fasse pour stratifier le risque rythmique de la manière la plus appropriée, sachant que la stimulation ventriculaire programmée reste sujet quand même à discussion. Il y a certaines qui sont pour la stimulation ventriculaire, d'autres qui ne sont pas. Oui, effectivement, je pense que lorsqu'on lit les recommandations, on voit bien que ce point de stratification reste toujours ambigu. Certes, une fraction d'éjection qui est trop basse va devoir nous guider vers l'implantation de défibrillateur, sauf que lorsqu'elle est trop basse, les patients meurent plus par leur insuffisance cardiaque et même s'ils font des troubles de rythme, parfois le choc est inefficace. Et c'est pour ça que, notamment dans notre contexte, parce que maintenant les études européennes occidentales mettent en doute cette façon de sélectionner à partir des fractions d'éjection, parce qu'ils disent que plus du tiers des patients, ou plutôt à peine un tiers des patients, va bénéficier de son DEF. Et donc peut-être que dans notre contexte, on devrait céder des autres paramètres, l'alternance de l'onde de T, la turbulence ventriculaire de rythme et éventuellement l'invasif, même si ce n'est pas
vraiment codifié, quitte à avoir plus d'arguments pour demander à nos mutuelles de nous payer les régulateurs. Donc, si on a des critères qui sont clairs, je pense qu'on va se satisfaire de la fraction d'éjection. Si on a des doutes, il faut s'aider des autres paramètres. Et je pense que Préserve EF, d'après les dernières publications, va changer un peu cette stratification chez les gens qui ont une fraction d'éjection relativement conservée. Merci Ali. Au fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Aujourd'hui, on doit respecter les recommandations et les recommandations sont claires. On connaît tous les limites de la fraction d'éjection, mais ça repose pour le moment sur une fraction d'éjection basse. Donc il ne faut pas qu'on s'amuse avec ça. Lorsqu'on a une fraction d'éjection en dessous ou égale à 35%, c'est clair, il faut qu'on se pose la question du défibrillateur. Abdelhamid a dit tout à l'heure la stimulation ventriculaire programmée. Moi, je suis un fervent, mais alors un fervent partisan de cette affaire, à la seule condition qu'elle soit correctement bien faite, et regardez les comptes rendus de ceux qui font vos stimulations ventriculaires programmées, c'est extrêmement important. Il s'agit, avec un minimum d'agressivité, c'est-à-dire 1-2 extrasystoles, de déclencher une tachycardie ventriculaire soutenue monomorphe. C'est la définition de l'inductibilité. Si celui qui fait l'exploration utilise 3 extrastimuli avec des couplages très court, désolé, je suis un peu technique, mais je le précise, parce que bon nombre de défibrillateurs sont implantés uniquement sur la voie d'une stimulation ventriculaire programmée, mais qui a été très agressive. Même celui qui a un cœur sain, si vous voulez que j'induise une FV, on va l'induire. Voilà. Mais par contre, l'inductibilité répond à une définition précise, il faut la respecter. Et dans ce cas, je pense que c'est un moyen, surtout dans nos contrées ici, parce que pour la prise en charge, il faut montrer aux autorités que on a une TV, et donc ils ne croient que ça. Donc la simulation ventriculaire programmée, à mon avis, trouve une place, mais à condition, encore une fois, qu'elle soit bien faite. Oui, et je confirme et insiste sur effectivement la fraction d'éjection après un traitement optimal et réévaluation de la fraction d'éjection après. Autre chose, professeur Chaib, je ne sais pas si tu t'es amusé à analyser l'alternance de l'onde T et le QT. C'est très difficile en pratique. C'est très difficile, et c'est très difficile de donner. Il n'y a qu'un seul élément qui est important, c'est la variabilité sinusale qui, je suis tout à fait d'accord avec toi, ne sort pas dans les comptes rendus lorsqu'on a un Holter rythmique. Donc pour résumer, fraction d'éjection reste quand même l'élément le plus important. Quelques éléments du Holter rythmique, et chaque fois qu'on peut faire une stimulation ventriculaire programmée, sans bien sûr oublier qu'il y a des protocoles qu'il faut respecter, et on peut déclencher une fibrillation ventriculaire chez n'importe qui. Donc il faut que ça soit standardisé et fait par des gens qui ont de la patience pour la faire. Parce qu'il faut des protocoles et il faut qu'elle soit crédible. Effectivement, lorsqu'on envoie une prise en charge avec une tachycardie ventriculaire documentée, généralement les prises en charge. Je voudrais pourquoi tout à l'heure tu nous as montré des recommandations de 2015 que 48 heures après un infarctus du myocarde, lorsqu'on a... C'est pas clair, et je voudrais quand même que tu reviennes là-dessus. Non, j'ai soulevé l'année dernière, je pense, les gens qui étaient là, quand on a discuté les recommandations de l'essai, on a soulevé avec De Haro. Je pense qu'il y avait une erreur et je l'ai même soulevé chez le comité de lecture de l'European Society. Ils ont dit qu'ils vont changer. Effectivement, enfin, il y a une erreur parce que si on lit c'est comme s'ils nous disaient, quand on a une arythmie dans les 48 heures, il faut mettre... Il y a une question dans la salle, je pense, oui. Oui, alors c'est une question que je pose au docteur Chahidi d'ailleurs. Justement, il est un petit peu plus traumatisant qu'une mort subite survient chez un patient apparemment stable qu'on a autorisé à rejoindre son domicile et qui a un traitement optimal entre guillemets puisque probablement qu'il a besoin d'un DEF. Bon. Est-ce que dans la structure où vous travaillez, est-ce qu'il y a en routine une exploration par épreuve d'effort en post-infarctus, c'est-à-dire après un mois, avec thallium couplé, pour dépister d'abord une ischémie résiduelle qui crée les troubles du rythme, les périodes réfractaires, les réentrées, déterminer s'il y a une insuffisance de revascularisation, c'est une forme de traitement, et puis troisièmement, c'est la question que vous vous posiez tout à l'heure, la fraction d'éjection isotopique
au cas où il y a une indication de défibrillateur. Donc je regrette que le thallium d'effort ne soit pas fait. Moi, je faisais les épreuves d'effort en post-infarctus. Bien sûr, c'est des malades stables, la troisième semaine ou un mois, pour identifier une ischémie résiduelle. Malheureusement, dans notre pays, il y avait un centre ou deux et qui ne sont plus opérationnels. Alors, puisque vous me posez la question dans notre centre, aujourd'hui, dans le post-infarctus, nos patients sont envoyés dans un centre de réadaptation et il y a effectivement une réévaluation par test d'effort, simple, test d'effort, à l'arrivée et 3 semaines après. C'est des séjours de réadaptation qui durent 3 semaines. Il n'y a pas de thallium d'effort. S'il y a le moindre doute sur une positivité de l'épreuve d'effort, qu'elle soit positive cliniquement ou électriquement, c'est sûr qu'on va à des tests fonctionnels un peu plus poussés. Pour aller un peu plus loin, la règle au cours d'un syndrome coronaire aigu, c'est qu'on va dilater la lésion coupable. Une sténose serrée par ailleurs, n'ayant pas fait l'objet d'une quantification, aujourd'hui, il faut la laisser tranquille. Et donc, ça trouve tout l'intérêt, après quelques semaines de la constitution d'un infarctus, de réévaluer les choses tranquillement concernant la sténose qui n'a pas été dilatée. Mais les épreuves fonctionnelles sont faites, mais dans le cadre d'une réadaptation, oui. Et je le regrette, franchement, je regrette qu'un patient qui a fait un infarctus quand même conséquent ne peut pas accéder à cette exploration qui est simple. C'est une épreuve d'effort. Déjà, l'épreuve d'effort peut montrer s'il y a des troubles. Parce qu'on disait avant que l'épreuve d'effort est une véritable exploration endocavitaire. Parce qu'elle permet de déclencher des TV non soutenus et donc on approche le risque rythmique. Et puis en plus, on a des pistes de malades qui sortent quand même, qui vont rester ischémiques. Parce que c'est ça, il faut compléter la revascularisation. Alors, entre parenthèses, j'espère que les sociétés savantes, les rythmologues, travaillent sur les registres pour essayer de mettre au point un score du risque rythmique, comme ça a été fait pour la fibrillation auriculaire et le traitement thrombotique, en tenant compte de tous ces paramètres. Mais sur des registres de mort subite, je ne sais pas si ça existe, c'est comme ça qu'on a pu approcher le score SH2, c'est sur des registres d'AVC. Je voudrais apporter une précision concernant l'épreuve d'effort lorsque tu l'as fait un mois comme tu l'as souhaité. L'épreuve d'effort est très mal interprétable dans le territoire de l'infarctus. Elle ne donne que très peu de renseignements. L'épreuve d'effort, par contre, est rentable dans les autres territoires. Et c'est là où ça peut avoir un intérêt. Mais sur le territoire de l'infarctus, tu ne peux pas tirer de conclusion. Si tu as un aspect de QS, tu ne peux pas tirer de conclusion, malheureusement. Et c'est pour ça qu'à mon avis, l'évaluation doit être faite par un autre examen. Oui. Et c'est là où l'écho de stress, certains examens ont un intérêt capital lorsqu'ils sont bien faits. Le thallium a d'autant plus, c'est objectif. On a des images, on a une quantification. Même on peut quantifier le pourcentage de myocarde ischémié. Et au-delà de 10%, nous savons tous que c'est un patient à haut risque. Il y a un risque d'événement à 2 ans qui est très, très important. Oui, le thallium, oui, l'épreuve d'effort, non. Or, le thallium, tu sais que ce n'est pas un examen disponible partout. Cliniquement, si le patient a un angor pendant l'épreuve d'effort, c'est clair. Et puis, on voit si le rythme est stable aussi. Bien sûr, la repolarisation n'est pas opérante dans cette situation, mais quand même, on en tire des éléments très, très importants. Et enfin, pour terminer, je voudrais redire 2 mots sur les techniques ablatives. Sachez que l'ablation est une technique difficile en matière de tachycardie ventriculaire. C'est une technique à haut risque. Elle a plus de risques que l'ablation de la fibrillation atriale et de loin. Et que ça nécessite des centres expérimentés, même dans les pays européens. Il y a des centres qui ne font que de la TV, des opérateurs qui ne font que de la TV. C'est une technique qui reste quand même une technique très difficile et que souvent, on l'a fait après l'implantation d'un défibrillateur, à l'exception des orages rythmiques précoces. Et pour le mot de la fin, je remercie tous les orateurs et je laisse mon ami Cheikh Jemdine